Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième séance plénière de la matinée. Et cette séance plénière est consacrée à la question des expertises. Alors, c'est un sujet évidemment très large. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire et pourquoi le CLARA s'intéresse à cette question des expertises? Le champ de la cancérologie et de l'innovation dans la lutte contre le cancer est évidemment en complète transformation, vraiment dans ses pratiques à l'intérieur des métiers traditionnels, de chercheurs, de cliniciens, etc. Mais ce qui nous frappe et ce qui est absolument important, c'est que tout autour de ces métiers traditionnels, il y a de nouveaux métiers qui sont en émergence et qui sont en train de se développer. Et il nous semble que c'est un rôle très important du cancéropôle que d'essayer de comprendre ces évolutions et de rassembler, de permettre à ces nouvelles expertises de trouver leur place, de s'organiser, d'être soutenus pour développer des projets de recherche à travers des plateaux techniques d'expérience partagée. Et donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est trois positionnements importants de ces nouvelles expertises, de l'émergence de ces expertises. L'un d'eux, c'est la problématique de la recherche en soins infirmiers, qui est un sujet sur lequel le cancéropôle a investi depuis longtemps. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant que le cancéropôle soutient un groupe de recherche, un groupe de contact de recherche en soins infirmiers. Donc vous allez entendre parler de la dynamique de cette problématique qui dépasse la problématique du cancer. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que là, il y a tout un champ de compétences et d'expertise qui sont vraiment en train de monter en puissance. Un deuxième sujet que nous allons aborder, et là on va complètement changer d'univers si je puis dire, c'est la question des expertises partagées au travers des plateformes technologiques. On va voir l'exemple de l'organisation des plateformes technologiques sur un des grands sites de recherche du site, du territoire, qui est le CRCL ici à Lyon. Et au-delà de cela, il y a une richesse de plateformes technologiques partagées pour le cancer à travers la région. Il y a une quinzaine de plateaux de recherche labellisés Ibiza. Il y a des organisations de plateaux de recherche, que ce soit sur Grenoble, sur Clermont, sur Lyon. Il y a des relais avec des activités de recherche également très importantes sur Saint-Étienne. Et le CLARA est maintenant tout à fait engagé dans le fait d'organiser un annuaire de toutes ces plateformes, de leurs modalités d'accès, et d'essayer de travailler pour essayer de mutualiser au mieux l'accès à tous ces moyens qui représentent un gros capital en termes de recherche. Je crois que ce sera très intéressant de voir l'expérience du CRCL dans l'organisation et la mise en cohérence de ces plateaux techniques. Puis notre troisième sujet du jour, ce sera la question de la recherche interventionnelle, qui est vraiment une question essentiel pour le développement, y compris par rapport à la thématique qui a été discutée ce matin. Comment peut-on traduire finalement une recherche plus fondamentale en épidémiologie, en SHS, mais aussi sur toutes les questions d'innovation biomoléculaire, technologique, etc. Comment est-ce qu'on traduit ça dans une recherche active d'intervention sur le terrain qui peut réellement modifier les choses? Cet aspect recherche interventionnelle est d'autant plus important que c'est vraiment comme ça que l'on peut faire l'ancrage de la lutte contre le cancer dans un territoire d'innovation comme le territoire de la région. Donc le soutien, le développement, le positionnement de la recherche interventionnelle est vraiment une problématique essentielle et importante au cœur des actions présentes et futures du cancéropôle. Donc pour cette session, nous allons tout d'abord avoir une présentation par Perrine Vidal, qui est infirmière au CHU de Clermont-Ferrand. Et son sujet sera les programmes hospitaliers de recherche infirmiers et paramédicales en réanimation, donc un retour d'expérience sur son activité dans ce domaine-là à Clermont-Ferrand. Vous préférez celui-là et vous promenez ou celui-là? Voilà. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Perrine Vidal, je suis infirmière en réanimation depuis 7 ans au CHU de Clermont-Ferrand et j'ai un DU d'attaché de recherche clinique également que j'ai fait à Lyon il y a 6 ans. Donc, je vais vous parler d'un PHRIP qu'on a obtenu au CHU de Clermont-Ferrand en 2019. Donc, c'est les programmes hospitaliers de recherche infirmiers et paramédicaux. Donc, je vais vous parler de mon expérience, des difficultés et des points positifs de cette recherche. Je devais intervenir avec Marie-Agnès Bourg, qui s'excuse, qui n'a pas pu être présente pour intervenir.
Donc pour introduire le sujet de notre PHRIP, je vais vous parler rapidement de la réanimation pour comprendre un peu. Donc notre PHRIP porte sur l'utilisation des contentions physiques en réanimation. Donc il faut savoir que en réanimation, les patients sont lourdement équipés de dispositifs divers, sondes d'intubation, cathéters veineux, artériels, cathéters de dialyse. Et tous ces dispositifs en fait, nous amènent à contentionner très fréquemment les patients pour éviter qu'ils retirent ces dispositifs et que ça soit délétère pour leur vie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel on a recours quotidiennement en réanimation. C'est un acte qui se fait sur prescription médicale. Mais c'est pas toujours vrai malheureusement. C'est souvent mis même si on n'a pas de prescription. Les effectifs en réanimation sont normés. On est 2 infirmières pour 5 patients, une aide-soignante pour 4 patients et on a un médecin obligatoirement dans le service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pour vous parler de la construction de notre projet, on a réalisé un premier état des lieux dans les 5 réanimations du CHU de Clermont-Ferrand en 2018 pour voir un petit peu les pratiques qu'il y avait dans les réanimations. On s'est rendu compte que finalement, chaque réanimation avait des pratiques différentes. On a pu inclure donc, sur ces 1 mois de recueil de données 275 patients. Ça a généré 3500 données de patients par jour. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait environ 30% des patients qui étaient contentionnés. Et que du coup, sur ces patients contentionnés, 88% avaient un conditionnement au niveau C2. En fait, on a défini des niveaux de conditionnement en fonction de la gravité si le patient retirait ce conditionnement. Donc on a classé du niveau C1 au niveau C3 en fonction de la dangerosité pour le patient en cas de retrait. Donc finalement, la plupart de nos patients sont catégorisés en niveau C2, donc c'est quand même un conditionnement assez lourd et qui peut être délétère si le patient le retire. Donc les données qu'on a obtenues, donc voilà, c'est ce que je vous disais, 28% des patients qui étaient contentionnés, 89% des patients contentionnés au niveau des membres supérieurs. Durant ce 1 mois de recueil, on a eu 106 incidents. On a défini comme incidents les chutes, les auto- ou hétéroagressions et la détérioration ou l'auto-ablation d'un conditionnement. Ce qu'il faut retenir de ces données, c'est que 66% des patients ayant eu un incident étaient contentionnés. Du coup, donc il faut retenir que finalement les contentions n'empêchent pas les incidents et que chez certains patients ça génère plus d'agitation et de confusion qu'autre chose. Donc on a, suite à ce premier recueil de données, on s'est dit que ça pourrait être intéressant après avoir fait de la bibliographie et s'être rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de données là-dessus, que ça pouvait être intéressant d'aller plus loin. Donc on a obtenu un financement en 2019. Du coup, notre objectif principal, c'est d'étudier conjointement l'efficacité et la tolérance de l'utilisation d'un outil d'aide à la décision de contention mécanique des patients hospitalisés en réanimation. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la contention, actuellement, c'est mis en place de manière assez aléatoire en fonction de la représentation du risque des infirmières. Il n'y a pas de critères objectifs qui définissent si on va contentionner tel ou tel patient. C'est pour sa sécurité. C'est souvent en fonction de la représentation du risque de l'infirmière. Si elle sait que si le patient s'extube, par exemple, elle sera, ça risque d'être un peu sa faute et que ça peut être délétère vraiment pour le patient. Donc du coup, on a essayé de créer un outil d'aide à la décision de contention basé sur des critères objectifs, sur des échelles d'évaluation qu'on utilise quotidiennement en réanimation. Il faut savoir qu'en réanimation, on surveille les patients toutes les 4 heures. On a l'obligation de coter des échelles de sédation, des échelles d'agitation, de délirium. Et donc du coup, pour créer cet outil, on est parti sur ces scores-là, qui sont objectifs.
et du coup qui vont nous donner, en remplissant notre arbre décisionnel, qui vont donner une proposition de contention ou pas des patients. Donc, dans les critères de l'arbre décisionnel, donc, il y a l'échelle de sédation, il y a aussi la présence de la famille, puisque quand la famille est présente dans la chambre, ça nous permet des fois de les décontentionner, parce que la famille est auprès d'eux et du coup peuvent les surveiller, nous alerter si jamais il y a un souci. Alors que nous, quand on est dans les chambres à côté, c'est des fois difficile aussi de pouvoir avoir le visuel sur nos deux, trois patients en même temps. Donc voilà, il y a une échelle du coup de délirium, le niveau de conditionnement, et du coup, donc, grâce à l'arbre décisionnel, ça va générer une décision. Cet outil-là, nous, on l'a rapporté sur une application, en fait, qui va nous permettre de recueillir les données, et du coup, qui donnera automatiquement à l'infirmière une proposition de contention ou pas. Donc l'essai, c'est un essai multicentrique randomisé en step wedge. Le step wedge, c'est en fait une méthode statistique qui permet qu'en fait tous les centres au début n'auront pas l'outil. On recueillera seulement leurs pratiques habituelles. Ensuite, il y aura une période de formation où on les formera à l'utilisation à l'outil, et ensuite tous les centres auront l'outil et on comparera les données de contention avec leurs pratiques habituelles et avec l'utilisation de l'outil. On a 18 réanimations en France qui participent à l'étude. Il va falloir qu'on inclue 4000 patients et on s'est donné 28 mois pour ça, puisque les critères d'inclusion et d'exclusion sont assez larges. Et pour un budget du coup de 458 000 €. Donc les critères de jugement principaux, c'est le taux d'observation au recours à la contention et un critère de tolérance avec le taux d'incident imputable à la non-contention. Les critères d'inclusion, ils sont assez larges. Finalement, on pourra inclure globalement tous les patients de réanimation du moment qu'ils ont plus de 48 heures d'hospitalisation, qui sont majeurs, qu'on a obtenu un consentement et qui sont couverts par un régime de sécurité sociale. On a exclu les patients qui sont dans un coma grave et irréversible. Voilà. Donc, le schéma du déroulement de l'étude. Donc le recueil de données, ça sera un ICRF, donc via une application qui sera accessible sur ordinateur ou sur téléphone pour les infirmières. Le souci qu'on a eu, c'est que dans toutes les réanimations, on n'utilise pas tous le même logiciel de surveillance des patients. Donc il a fallu qu'on crée quelque chose externe à tout ça, qui puisse être accessible par tout le monde. Donc on va être obligé de les former avant le début de l'étude à l'outil, enfin à l'application, qui du coup au début recueillera seulement leurs données de pratique habituelles. Et ensuite on aura une seconde phase de formation durant laquelle on implémentera dans l'application l'outil d'aide de décision à la contention. Pour les patients, du coup, on a un suivi à 3 mois après leur sortie, après J28. On a bloqué le recueil des données des patients à J28 parce qu'avec le Covid, on a vu qu'il y avait des patients qui pouvaient rester très longtemps en réanimation. Et pour éviter que ce soit trop lourd pour les équipes, on a bloqué à 28 jours le recueil des données. Les principales difficultés qu'on a rencontrées pour ce projet et en tant qu'infirmière, c'est déjà que c'est un processus long et chronophage de déposer un PHRIP. Le plus gros souci, c'est qu'on n'a pas de temps dédié pour ça. Donc toute la première phase, jusqu'à l'obtention du financement, on a dû le faire sur notre temps personnel. Maintenant qu'on a un financement, et seulement depuis janvier, on a obtenu un pourcentage de temps, donc à hauteur de 60% de temps dédié pour l'étude, qui est en fait indispensable, puisque là maintenant on va mettre en place le mois prochain dans les centres. Donc sans temps dédié, c'était pas faisable. Donc la difficulté, c'était de trouver un sujet innovant, mais finalement, nous, on a eu plutôt de la chance parce que notre sujet a été retenu dès la première présentation au PHRIP.
ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de données là-dessus, c'était un sujet intéressant. La lourdeur administrative, c'est vrai que c'est assez compliqué, toutes les phases à passer. Il a fallu qu'on fasse une demande à la CNIL, en plus du CPP et de toutes les phases habituelles. Et ce qui est difficile aussi en tant qu'infirmière, c'est au début les acronymes et le vocabulaire de recherche, toutes les publications en anglais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en tant qu'infirmière. Malgré tout, c'est une expérience qui est très riche pour nous. Avec un travail en équipe, on a découvert du coup la DRCI qu'on ne connaissait pas forcément avant de se lancer dans la recherche. Tous les interlocuteurs qui sont là et qui nous aident énormément, les attachés de recherche clinique notamment. C'est un enrichissement professionnel très important. Le but de tout ça, c'est d'améliorer la qualité des soins pour le patient et c'est une autre façon finalement de penser le soin qu'on fait au quotidien. Donc ça, c'est intéressant. Le partage d'expérience avec les autres équipes aussi pendant les congrès ou pendant les phases de formation. Moi, j'ai eu l'occasion pour une étude médicale d'aller former également des infirmières sur un protocole d'anesthésie. Et voilà, toute la partie échange aussi, c'était très intéressant. Ça valorise notre travail quotidien. Et voilà, après, c'est un travail très intéressant et qui, je l'espère, va bientôt se mettre en place et qu'on pourra avoir des données prochainement. Il est un peu capricieux, le mouton. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Restez là un moment parce qu'on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Voilà une question. Oui. Ça m'intéresse. Pourriez-vous me donner quelques précisions sur les méthodes de contention ? Utilisez-vous toujours les sangles ou y a-t-il de nouvelles techniques, s'il vous plaît ? Il marche pas, si. Du coup, on utilise des contentions au niveau des poignets ou des chevilles et très rarement au niveau thoracique parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents. Moi, personnellement, en 7 ans, je ne l'ai jamais vu au niveau thoracique, mais je sais que ça a eu existé. Mais sinon, voilà, pour le moment, il n'y a pas d'autres méthodes. Non. Non, pour le moment, en tout cas, à Clermont-Ferrand, moi, j'en ai pas vu, mais ça va être justement aussi le but de voir un peu ce qui se fait dans les autres réanimations et de s'ouvrir à d'autres pratiques, peut-être, ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'ai peut-être une question un peu plus perso. Enfin, vous dites, il n'y a pas de temps consacré à la recherche dans le métier d'infirmière. Alors, comment vous êtes venu à ça, finalement ? Est-ce que c'est une appétence, une curiosité personnelle qui fait que vous êtes investi sur votre temps perso ? Enfin, comment ça s'est passé ? En fait, du coup, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, j'ai commencé à travailler au CHU. Donc, du coup, je me suis autofinancé un DU d'attaché de recherche clinique à Lyon. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de faire une formation d'adaptation à l'emploi pour les infirmières de réanimation qui se déroule au CHU de Clermont. Et il y avait un module recherche, donc, dans lequel on a commencé à définir un sujet de recherche. Et c'est vrai que j'étais intéressée, donc j'ai poursuivi le travail. Et puis ensuite, j'ai des collègues qui m'ont rejoint, d'autres qui sont partis. Enfin, voilà, ça a été... Mais du coup, voilà, moi, j'ai suivi le projet depuis le début. Et voilà, après, c'est beaucoup d'implications. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on dépend de la direction des soins et la recherche. Donc, du coup, c'est la direction de la recherche. Et c'est deux entités vraiment scindées. Et du coup, pour nous détacher du temps de soins, il faut que ce soit la direction de la recherche qui finance à la direction des soins. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit. Il faut se battre au quotidien, aller dans les bureaux pour un peu parler de notre expérience. Mais voilà, petit à petit, on arrive à obtenir du temps et c'est bien. Et puis, je pense que ça ouvre aussi la voie pour d'autres projets, puisque là, ils vont faire un appel à candidature au niveau du CHU et ils proposeront du coup du temps infirmier pour pouvoir monter des projets plutôt que de proposer une enveloppe. Ça sera du temps infirmier qui sera dégagé. Voilà. Merci beaucoup.
Et on voit l'importance, je dirais, toute la question de la problématique de l'émergence d'une communauté de recherche, du besoin de mutualiser des expériences sur les réussites et sur les difficultés que ça pose. Et on voit aussi tout de suite l'importance d'arriver à définir des modes de pratique pour l'organisation de ces projets-là qui puissent servir de bon exemple pour d'autres centres, pour d'autres hôpitaux, et aussi le besoin de développer un langage commun. Enfin, c'est typique de l'émergence de ces nouveaux métiers de la recherche et qui ont vraiment besoin de soutien, d'organisation spécifique. On aura l'occasion d'en reparler évidemment dans l'atelier de cet après-midi. Donc maintenant, on change un peu de vitesse, si je puis dire, et de positionnement thématique, puisqu'on va parler des expertises à travers la question des plateformes technologiques et de leur partage au service de la recherche. Et donc, nous avons une présentation par Céline Mandon, qui est la coordinatrice des plateformes technologiques du CRCL, ici du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, au département de recherche translationnelle et innovation au Centre Léon Bérard. Donc, elle va nous faire le panorama de l'offre des plateformes en région avec un focus sur le CRCL. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler des plateformes technologiques du CRCL. Donc, le CRCL, c'est le Centre de recherche en cancérologie de Lyon. C'est un des plus grands centres de recherche en cancérologie en France. On est environ 500 personnes réparties sur 3 sites, majoritairement le site de l'hôpital, du centre Léon Bérard, avec les 4 bâtiments Chenet. On a également 2 équipes qui sont sur le site Rockefeller et puis 2 équipes sur le site de l'INSERM, sur le cours Albert Thomas. On est donc soutenu par 4 tutelles, qui sont le CNRS, l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'INSERM et le Centre Léon Bérard. Et donc les chercheurs sont répartis sur 2 départements de recherche, le département CITI pour initiation du cancer et identité de la cellule tumorale, et le département TERI pour échappement tumoral, résistance et immunité. Et donc, ces 2 départements comprennent 24 équipes. Et puis, nous avons en plus 12 plateformes technologiques. Donc, les plateformes technologiques, ce sont donc des laboratoires qui regroupent des expertises techniques et humaines et qui vont permettre d'accompagner les chercheurs dans leur processus de recherche et d'innovation. Donc, je vous ai mis là un exemple d'un processus de recherche, alors ce n'est pas forcément en cancérologie, mais un peu typique, qui va aller de la question biologique jusqu'au résultat. Et donc le chercheur va devoir passer par différentes étapes de collecte, préparation de son échantillon, modification, transformation, caractérisation et d'analyse. Et donc, chacune de ces étapes du processus va nécessiter l'appui sur des expertises très spécifiques, souvent des équipements qui sont souvent très coûteux, qui vont demander là également, là aussi, une expertise pour utiliser ces équipements de pointe. Et donc, les acteurs de la recherche régionale vont pouvoir s'appuyer sur des plateaux techniques pour réaliser ces différentes étapes de leur projet de recherche. Donc, sur ces plateaux techniques, ils peuvent être adossés à des centres de recherche comme le CRCL ou à Grenoble comme l'IAB, qui sont des gros centres de recherche qui ont donc les moyens d'investir dans des plateaux techniques. Et puis, il y a aussi des structures qui sont un peu plus indépendantes, rattachées souvent à des universités. Et puis, on a également sur Lyon, alors je ne sais pas si l'équivalent existe à Clermont-Ferrand, Grenoble ou Saint-Étienne, mais on a aussi des structures fédératives de recherche, les SFR, comme la SFR Lyon Santé, Santé Lyon-Est ou la SFR Biosciences à Gerland, qui vont regrouper différentes plateformes technologiques et les mettre à disposition, ces expertises et ces équipements aux chercheurs de la région.
Donc au CRCL, nous avons 12 plateaux techniques qui vont permettre d'accompagner, qui vont accompagner les chercheurs dans leurs projets de recherche, en recherche fondamentale, mais également en recherche translationnelle. Cette recherche translationnelle, c'est celle qui va permettre de passer de la découverte scientifique à une recherche plus clinique, réalisée auprès du patient sur les centres hospitaliers. Donc nous, on est adossé au centre Léon Bérard, donc on travaille beaucoup avec eux pour des essais cliniques, mais il y a également d'autres essais qui peuvent être dans le cadre du réseau Unicancer ou sur d'autres hôpitaux. Et donc, cette recherche translationnelle, elle va permettre aux chercheurs de passer donc de leurs études de cancérologie, donc sur les différentes disciplines d'études du cancer, à ces essais cliniques. Donc, parmi nos 12 plateformes technologiques, nous en avons qui sont dédiées aux modèles précliniques. Donc, on a 5 plateformes qui vont accompagner les chercheurs et dont le but est de collecter, fournir des échantillons biologiques pour les projets de recherche. Donc, typiquement, on a la plateforme de gestion des échantillons biologiques qui va disposer de biobanques de tumeurs, de sérums, de librairies de blocs FFPE de tissus, et qui vont mettre à disposition ces échantillons de patients pour des essais ancillaires ou de la recherche fondamentale. On a également la plateforme Exvivo qui va organiser le circuit d'approvisionnement en tumeurs fraîches et qui va également assister les chercheurs dans la préparation des échantillons, donc par exemple la dissociation tissulaire, pour après des applications en cytométrie, en génomique, en single cell, et également la réalisation de coupes d'épaisse avec par exemple ici un vibratome pour ensuite utiliser ces échantillons dans différents tests biologiques. On a également une plateforme PEPAC qui est dédiée au petit animal, donc qui va prendre en charge l'hébergement des animaux et qui également va accompagner les chercheurs pour le développement de modèles animaux, donc essentiellement de type souris, avec des modèles de type xénogreffe, des animaux génétiquement modifiés ou des modèles PDX. Et puis, cette plateforme accueille aussi différentes technologies d'imagerie du petit animal, donc de l'échographie, l'imagerie rayon X, de la bioluminescence ou de la fluorescence corps entier. On a également 2 plateformes beaucoup plus récentes qui vont accompagner les chercheurs dans le développement de modèles précliniques innovants, donc de type organoïde pour 3D onco, et puis la plateforme de microfabrication, Microfab, qui est en train d'être créée, qui va développer différents systèmes de culture in vitro innovants, notamment pour la mise en culture de ces organoïdes. Concernant les analyses plus spécifiques des échantillons, les chercheurs vont pouvoir s'appuyer sur les compétences des 4 plateformes suivantes. Donc la plateforme Anapat Recherche, qui est une plateforme d'anatomopathologie assez... qui va proposer des prestations assez classiques d'anatomopathologie, d'histopathologie, d'immunohistochimie, mais également des techniques un peu plus innovantes et qui va permettre aux chercheurs de travailler sur différents types d'échantillons, que ce soit des échantillons vivants ou fixés, de différents types de tissus, donc de tissus sains ou de tissus pathologiques, mais également des cellules, des organoïdes, et puis d'origine humaine ou animale. On a donc différents types de techniques plus innovantes, comme je vous le disais, donc d'hybridation in situ, d'immunofluorescence multiplex, de la microdissection. On a différents types de scanners de lames 3D, un scanner multispectral, et puis, comme on vous l'a présenté hier brièvement, la société NanoString nous a présenté la technologie de profilage spatial numérique. On a également un plateau d'imagerie
avec la plateforme d'imagerie cellulaire, donc qui dispose de différents microscopes assez classiques, droit ou inversé, ou à fluorescence. On a également des microscopes confocaux, et puis des microscopes qui peuvent être à champ clair et à polarisation croisée. Et on a également l'Opéra, qui est là-haut, qui est un microscope à haut débit et qui permet de faire de l'imagerie confocale à haut débit. On a également un système d'injection qui va permettre de garder en culture des cellules ou des organoïdes ou des tumoroïdes et d'injecter différents composés et de suivre l'évolution de ces cultures dans le microscope. On a également une plateforme de cytométrie qui, elle, est intégrée dans la SFR Santé Lyon-Est. Et donc, cette plateforme de cytométrie va également avoir différents types d'équipements, donc des cytomètres classiques en flux, à spectre entier, et puis également qui va proposer différentes technologies de tricellulaire multicolores. Tout comme la plateforme d'imagerie, ces appareils peuvent être utilisés en autonomie ou avec assistance des personnels des plateformes qui sont dédiés à ces activités. Et puis, ils vont également accompagner les chercheurs dans le montage de panels à façon pour leurs différents marquages et problématiques. Et puis enfin, on a le laboratoire d'immunothérapie du cancer de Lyon, qui là va accompagner les chercheurs dans des projets plus spécifiques liés à l'immunothérapie pour le design d'analyse sur mesure pour l'immunomonitoring avec le montage de panels et les analyses de ces différentes prestations. Concernant les analyses moléculaires, on dispose d'une plateforme de génomique des cancers, donc qui, là encore, va proposer des méthodes assez classiques de séquençage ADN et ARN de nouvelle génération, et puis des techniques plus innovantes et plus spécifiques, comme le RiboMedSeq ou le single cell, avec les différents protocoles de single cell en RNA-seq classique, en site-seq, mais également en attaque-seq, en travaillant directement avec les noyaux des cellules, ce qui peut être très utile quand on travaille avec des cellules un petit peu difficiles à dissocier, des tissus difficiles à dissocier comme les réseaux neuronaux. Et puis, on a également mis en place un protocole qui fait de la génomique spatiale avec le Visium de Tenix. Et puis, concernant l'analyse de toutes ces données, alors pas seulement en génomique, mais également les données qu'on peut obtenir en cytométrie avec l'immunofluorescence multicouleur ou avec d'autres technologies comme le DSP, on a une plateforme de bioinformatique, la plateforme Gilles Thomas, qui va déjà disposer d'un support, un cluster de calcul à haute performance et qui va accompagner les chercheurs dans leur mise en place de nouveaux outils et d'algorithmes afin d'utiliser soit des méthodes qui sont complètement dédiées à leurs problématiques pour répondre à leurs questions biologiques ou qui peuvent également s'appuyer sur des pipelines automatiques pour le traitement et l'analyse de leurs données. Et puis enfin, puisque le but de la recherche translationnelle, c'est également quand même de pouvoir arriver à des solutions thérapeutiques, on va pouvoir se tourner vers la plateforme C3D, qui est le centre de découverte du développement du médicament, qui va là accompagner les chercheurs sur l'identification de nouveaux candidats médicaments en oncologie, donc soit en s'appuyant sur différentes banques de composés thérapeutiques, soit lorsque le chercheur a mis en évidence une cible thérapeutique ou un hit thérapeutique et qui va vouloir réaliser les différentes étapes
qui se trouve juste avant les étapes précliniques, les étapes de détermination de l'efficacité de sa drogue, des tests de viabilité sur des cellules ou des organoïdes. Et donc pour cela, elle va pouvoir s'appuyer sur des équipements de type automate de pipetage de distribution, mais également des systèmes de mesure de constante d'affinité entre la cible et l'agent thérapeutique. Donc, cette plateforme va donc prendre en charge toutes les étapes qui vont aller de criblage de molécules jusqu'à l'entrée en phase de développement préclinique. Donc, le CRCL a souhaité structurer le fonctionnement de ces plateformes en proposant le développement d'une offre intégrée pour les chercheurs du centre, mais également les chercheurs extérieurs, qu'ils soient académiques ou industriels. Et pour cela, on a essayé de structurer ce fonctionnement sur 4 axes principaux. Donc le premier, qui repose sur des outils de management, va permettre d'avoir un guichet unique d'accès à ces différentes expertises et équipements en mutualisant des services supports dédiés spécifiquement aux plateformes technologiques. Et on met en place également un système de tarification et de facturation qui soit homogène sur les différentes plateformes pour faciliter leur fonctionnement. On souhaite également s'approcher de systèmes de management de la qualité. On a certaines plateformes qui sont déjà certifiées ISO, d'autres qui sont accolées à des laboratoires COFRAC. Certaines souhaitent également être labellisées IBISA. Donc voilà, on essaie d'homogénéiser ce système de management de la qualité à chacune des plateformes. Le deuxième pilier sur lequel nous travaillons, c'est la synergie entre les plateformes pour renforcer les échanges et la réactivité des plateformes, et puis organiser un fonctionnement qui permette d'avoir une meilleure gestion scientifique des projets transversaux qui vont impliquer différentes plateformes technologiques du centre, voire même des plateformes extérieures lorsque des échantillons viennent de l'extérieur ou doivent avoir un traitement au cours du processus par une autre plateforme extérieure au centre. Le but également de ce travail, c'est de renforcer les interactions entre les chercheurs et les plateformes afin d'offrir de nouvelles offres technologiques qui soient en accord avec les besoins des chercheurs. Et donc, voilà, de renforcer les échanges entre les acteurs de chaque partie va nous permettre de répondre de manière vraiment spécifique aux besoins. Et puis enfin, le but de ce travail, c'est également d'améliorer la visibilité de nos plateformes technologiques, voilà, en se basant sur la communication et la prospection. Et puis également en ouvrant nos offres de formation qu'on avait majoritairement en interne, formation à l'utilisation des différentes plateformes lorsqu'il y a un accès en autonomie, à l'extérieur, c'est-à-dire à tous les acteurs de la recherche régionale. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, vous pouvez, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir notre site internet, mais également me contacter, et puis je vous invite aussi à participer à l'atelier de cet après-midi, où nous parlerons un peu plus spécifiquement de l'accès à ces plateformes technologiques. Merci. Merci beaucoup, Céline. Y a-t-il des questions? Alors, moi, évidemment, j'en aurais plein. Je regarde Laurence parce que je suis sûr qu'elle en partage certaines des miennes. J'ai j'ai des questions très pratico-pratiques. Quand on compte la quantité de personnel, finalement, les moyens humains mobilisés sur ces plateformes, en suivant un petit peu sur vos différentes diapositives, comptage rapide, peut-être à 3 ou 4 près, j'ai compté 82 personnes mobilisées au total. Comment mobilisez-vous des ressources humaines à cette échelle-là, dans les structures de recherche que nous avons actuellement, pour contribuer au fonctionnement de ces plateaux techniques?
Oui, ouais, évidemment, c'est une vraie problématique. Donc, c'est un peu moins de 80 parce qu'on a quand même du personnel qui est mutualisé sur plusieurs plateformes. Donc, ça triche un petit peu. C'est un des points très importants du fonctionnement de ces plateformes. On a un petit peu de personnel grâce aux tutelles publiques. Donc, très peu CNRS, INSERM, un petit peu plus université, mais majoritairement de manière contractuelle. Et en fait, au centre, nous, on a la chance d'avoir l'appui du centre Léon Bérard. Et on a une grande majorité de notre personnel qui est financé par le centre Léon Bérard sur des appels d'offres quand même conséquents. Mais voilà, ça va faire partie des discussions qu'on voulait aborder avec Alice cet après-midi à l'atelier, c'est-à-dire pour renforcer le personnel technique sur ces plateformes, il y a besoin du soutien des tutelles et d'une ouverture un peu plus massive de postes techniques pour ces plateaux techniques, mais il y a aussi besoin de pouvoir intégrer les plateformes aux appels d'offres, que les plateformes puissent répondre directement à des appels d'offres et ne soient pas ou soient intégrées en tant que partenaires et non pas comme prestataires. Parce que bon, voilà, il y a pas mal d'appels d'offres où une plateforme ne peut pas être, il ne peut pas y avoir de prestations internes. Donc, si un chercheur répond à un appel d'offres, il ne va pas pouvoir utiliser une des plateformes de son propre centre. Donc, il est obligé d'aller à l'extérieur, ce qui est assez contradictoire parce que souvent, pour répondre à cet appel d'offres, il s'appuie sur les compétences du centre. Mais voilà, est-ce que les plateformes ne pourraient pas être plus actives dans les réponses à ces appels d'offres pour financer leur personnel? C'est une des questions. Alors, j'ai une deuxième question qui traite plus de la question justement de la circulation et de l'organisation des expertises, parce que souvent, le choix de développement d'une nouvelle technologie ou l'adoption d'une nouvelle technologie, sa mise au point, etc., va partir des projets de recherche d'une équipe, voire de l'investissement d'un chercheur ou d'un petit groupe de chercheurs au sein d'une équipe. Comment est-ce que vous organisez cette espèce de, je dirais en particulier quand il s'agit de développer de nouvelles initiatives ou d'adopter ou de développer de nouvelles technologies, cet aller-retour et cette contribution du rôle des équipes de recherche et une plateforme, quand est-ce que c'est une expertise dans une équipe, quand est-ce que ça devient une plateforme? Est-ce que vous avez une organisation pour ça? Oui, alors c'est pas toujours facile à mettre en place, ça dépend tout de même des gens et des techniques, mais c'est un petit peu le cas pour l'organoïde où au départ c'est des chercheurs qui, et dans tous les centres de recherche, c'est ce qui se passe, c'est des chercheurs qui mettent au point ces systèmes de culture en 3D et ensuite voilà, ils s'investissent beaucoup chacun dans leur équipe et le centre en tout cas a voulu mutualiser ses expertises, donc il y a un partage nécessaire d'expertise entre les chercheurs et les plateformes. Mais c'est effectivement très souvent le cas quand quelque chose est très innovant, ça commence dans une équipe et puis ensuite on transfère cette expertise aux plateformes pour que le reste de la communauté puisse l'utiliser. D'autres questions? Pas de questions pas de questions en ligne? Bon, merci beaucoup Céline. Et donc maintenant, notre troisième présentation de cette session est par Béatrice Fervers, qui est la chef du département de prévention cancer environnement Université Lyon 1 à l'INSERM UMR 1296, radiation, défense, santé, environnement, au centre Léon Bérard. Et donc elle va nous parler du réseau Cancept et à travers ça des enjeux de la recherche interventionnelle. Merci Béatrice. Merci beaucoup Pierre et le CLARA me donner l'opportunité de présenter le réseau Cancept et donc les enjeux de la recherche interventionnelle. Je n'ai pas le Covid, mais j'ai un peu la gorge prise, donc voilà, vous inquiétez pas, mais voilà, si je tousse, c'est ça. Alors, il y avait un petit truc magique pour faire. Voilà. Alors, petit rappel. Je ne suis pas très grande, j'ai le sentiment que je disparais derrière, mais ça devrait aller.
Et l'écran, il est là, parfait. Ah, bah, cool. Merci. Ouais, comme ça. Donc, petit rappel, il y a près de 400 000 nouveaux cas de cancer par an en France. Il est estimé qu'environ 40% des cancers sont attribuables à des facteurs de risque connus. Je suis un peu réservée de parler de 40% des cancers pourraient être prévenus par la mise en œuvre d'actions pour prévenir ces différents facteurs. Je trouve que c'est un petit peu suroptimiste, voire pas très réaliste. Donc moi je parle de 40% des cancers sont attribuables à des facteurs de risque connus. Il y a bien sûr... Non. Ah, il faut se tourner là. Il y a bien sûr près de 20% attribuables au tabac, 8% à l'alcool. Il y a aussi environ 12% qui sont attribuables à des facteurs nutritionnels et environ 5% liés à l'environnement, sachant que, et j'ai participé à ce travail-là, cette proportion est probablement assez sous-estimée. Il y a 5 enjeux que nous avons retenus dans ce contexte pour le réseau Concept. Il y a beaucoup d'autres qui sont, d'une part, on observe une part croissante des cancers qui sont attribuables aux facteurs nutritionnels et à l'environnement, et qui a des multiples niveaux d'influence et d'interaction entre ces facteurs, et puis donc des niveaux d'influence des comportements individuels, avec en France des inégalités sociales sur la distribution des facteurs de risque de cancer. Par exemple, une femme de catégorie défavorisée a 3 fois plus de probabilité d'être en surpoids ou obèses par rapport à des femmes de catégorie favorisée. Contrairement à d'autres pays OECD où ça s'applique uniquement pour les femmes, en France, il y a aussi une grande différence chez les hommes en termes de probabilité d'être en surpoids ou obèse. Il y a ces inégalités face aux facteurs de risque de cancer sont renforcées par la littératie en santé, c'est-à-dire les inégalités, les capacités des individus de rechercher, évaluer et utiliser des informations en santé pour faire des choix éclairés. Autre enjeu pour nous, c'est la fragmentation entre les approches en prévention en population, qui s'adressent en population à un grand nombre d'individus, et des approches individuelles, souvent parcellaires et centrées chez les médecins généralistes engagés. Mais il y a une grande fragmentation entre ces approches populationnelles et les approches envers des individus. Il y a probablement une grande perte d'énergie et d'efficacité dans cette fragmentation. Et enfin, il y a un manque de transfert des connaissances sur les facteurs de risque et aussi des interventions efficaces en vue de leur mise en œuvre en pratique et dans les politiques publiques. Alors, petit rappel, la recherche sur la prévention des cancers comprend 2 volets. C'est comprendre les facteurs de risque avec des approches épidémiologiques, mais aussi spatiales et moléculaires, et agir sur les facteurs de risque connus. Et donc, le transfert entre ces deux, c'est une condition majeure pour assurer le continuum de la prévention. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans ce cadre-là, je vous parlerai donc faire un petit point sur cette approche de recherche interventionnelle en santé des populations. Ici, au CLARA, on connaît plus la recherche interventionnelle en recherche clinique ou sur les approches non médicamenteuses. Ici, on va parler de la recherche interventionnelle en santé des populations, définie par Louise Potvin, notamment sur une publication, ce n'était pas la première, mais en français en 2013. Alors, la recherche interventionnelle en santé des populations, ou RISP, c'est l'utilisation de méthodes scientifiques donc pour réduire les facteurs de risque d'une pathologie et aussi modifier la distribution des déterminants
de santé et de ces facteurs de risque, et avoir donc un impact favorable sur les déterminants à la fois sociaux, culturels et environnementaux de la santé dans une population. Et ce qui est important, c'est les interventions ne ciblent pas nécessairement directement la santé. C'est évidemment des interventions dans le domaine de la santé, mais aussi au-delà, comme l'aménagement urbain. Et c'est aussi l'évaluation de l'effet sur la santé d'interventions qui, au départ, ne ciblent pas nécessairement la santé, notamment voilà, l'aménagement urbain ou certaines lois plutôt techniques où on se rend compte finalement il y a un impact sur la santé, comme l'autorisation de certaines molécules dans les processus industriels et donc l'impact favorable ou défavorable. Alors, l'intervention, la recherche interventionnelle donc en santé des populations va au-delà de l'objectif de l'efficacité, donc bénéfice en situation standardisée de la recherche clinique, et l'effectivité qui est l'efficacité dans la vie courante, objectif qu'on a souvent dans les recherches sur les interventions non médicamenteuses comme l'activité physique. La RISP va au-delà en s'intéressant au contexte dans lequel l'intervention va avoir lieu et les interactions avec le contexte. Et donc, voilà. Et donc ici, on voit voilà, un schéma simplifié, mais une augmentation de la complexité des interventions dès lors on sort de l'efficacité, l'effectivité, et puis qu'on s'adresse au système, au contexte. Et dans ce cadre, voilà. Hop, ça là. Je suis pas mieux que tous les autres. C'est un peu capricieux ce petit outil, voilà. Mais ça c'est la vraie vie. Donc la RISP, elle connaît en fait 6 dimensions aussi composées. C'est pas des étapes parce que ça intervient un peu ensemble ou parfois par des allers-retours. Donc on va voir quelles sont ces 6 étapes. Tout d'abord, donc le contexte. Non. Voilà. Le contexte donc, dans lequel l'intervention va avoir lieu et l'interaction avec ce contexte qui fait donc référence au cadre à la fois social, économique, culturel, environnemental, dans lequel l'intervention est conçue, est mise en œuvre et évaluée, et ceux qui viennent plus du domaine de promotion de la santé font souvent référence à ce modèle des déterminants de santé qui permet de définir les différentes dimensions du contexte, proposé en 91 par Dahlgren et Whitehead, et puis une publication récente des auteurs montre l'actualité dans notre contexte de ce modèle. Deuxièmement, autre dimension fondamentale, et on a parlé toute la matinée, et il va y avoir un atelier cet après-midi, c'est le partenariat avec toutes les parties prenantes, et c'est vraiment une dimension essentielle. Alors, partenariat avec le terrain, c'est les parties prenantes, que ça peut être à la fois les citoyens concernés par l'intervention, les professionnels ou les décideurs, donc qui sont à une étape ou une autre concernés par l'intervention étudiée, et donc qui seront associés tout au long du processus, et ces approches et méthodes sont assez proches de ce qu'on avait vu ce matin. Ensuite, l'ancrage théorique des interventions, c'est donc la dimension sciences humaines et sociales, c'est fondamental, c'est pas ma spécialité, et donc là aussi il y a un apprentissage culturel des interactions, et c'est vraiment une interdisciplinarité, voire transdisciplinarité, et ce cadre théorique dans la RISP est très, très important
pour pouvoir concevoir les interventions, mieux comprendre les mécanismes et quelles interventions y marchent, pourquoi ça marche pas, et donc quels sont les mécanismes qui sont mobilisés à la fois dans les situations où ça marche pas. Voilà. Et puis donc de guider la conception de l'intervention et de leur évaluation par un cadre conceptuel, un ancrage théorique. Ensuite, l'ARISP mobilise de nombreuses méthodes de recherche et les méthodes mixtes, à la fois qualitatives et quantitatives, sont quasi systématiques dans ces approches. Une étape que j'ai appelée réglage ou une dimension que j'ai appelée réglage fin, une fois qu'il y a une conception de l'intervention et un prototype, il doit être réglé par rapport au contexte et de sa mise en expérimentation dans un contexte donné. Et puis la 6e dimension, c'est la transférabilité. Et on peut penser... On peut penser que ça vient post-doc, comme dans la recherche clinique souvent, et en fait cette transférabilité est une dimension qui est présente dès le début, de voir où est-ce que, quelles sont les perspectives de mise en œuvre et intégrer cette notion de mise en œuvre, cette transférabilité dès le début de la conception de l'intervention et de capitaliser sur les expériences durant toute la phase de recherche sur les interventions. Voilà, donc ces 6 dimensions sont fondamentales et sont le concept fondateur de Concept. Donc notre réseau de recherche sur la prévention primaire des cancers qui vient récemment labellisé par l'INCa dans le cadre d'appel à projet sur les réseaux de recherche en prévention des cancers, donc avec un focus plus particulièrement sur la nutrition et l'environnement. C'est une opportunité unique de réunir à la fois les chercheurs et des acteurs de terrain pour mettre en œuvre et expérimenter des approches en recherche en prévention des cancers. C'est porté par le Centre Léon Murat, moi la coordonnatrice, avec mon double casquette d'être aussi directrice adjointe de l'équipe donc INSERM 1296. D'autres partenaires sont l'Institut Gustave Roussy, l'équipe INSERM CERPOP sur les inégalités sociales à Toulouse, l'EHESP, l'équipe INSERM EREN, vous les connaissez probablement, c'est ceux qui ont fait le Nutri-Score ou qui coordonnent la cohorte Nutrinet, le CIRC, et donc ici en Rhône-Alpes, l'IREPS, qui est l'association sur promotion de éducation à la santé. Le réseau Concept, donc avec ses 7 partenaires, réunit plus de 10 disciplines clés et expertises scientifiques pour développer ces approches innovantes en recherche interventionnelle sur les populations. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ils interviennent tous à un moment donné dans ces 6 dimensions de la RISP. Et voilà, certains vous connaissez déjà. Marie Préau, vous l'avez vu ce matin. Et puis les équipes du cirque et Suzette de la Loge l'IGA, vous les avez également pu entendre dans des forums précédents du Cancéropole. Donc il y a une belle, je dirais, interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales, avec notamment le marketing social et la psychologie sociale, avec des approches cliniques, de recherche clinique et en épidémiologie. Une particularité aussi, que l'ensemble des partenaires sont des têtes de réseau, de différents réseaux. Donc pour Suzette de la Loge et moi-même, on est impliqués dans Unicancer. Donc on a derrière d'autres centres de lutte contre le cancer pour les mobiliser sur la prévention primaire. Il y a le CIRC coordonne le consortium européen
dans lequel d'ailleurs le Cancéropol est membre, le Cancer Prevention Europe. Il y a l'association de l'ensemble des l'IREPS, le réseau Reflis sur la littératie en santé, et puis avec Marie Préau, le groupe Sentinelle, dont on a déjà entendu parler ce matin, et bien sûr le réseau NACRE sur l'activité physique et nutrition, un réseau de recherche qui pourront être mobilisés pour ce réseau concept. Quelques textes fondateurs qui nous ont permis de designer le concept de concept, à noter notamment la stratégie décennale, le rapport du Haut Conseil de santé publique, la place de l'offreur de soins dans la prévention, donc la perspective qu'on représente avec ces deux centres de lutte contre le cancer, le plan européen contre le cancer, dans lequel Véronique Trier-Lenoir a évidemment un rôle important. 5 minutes, ça marche. Et puis l'objectif que 80% de la population européenne connaisse le code European Code Against Cancer, c'est les recommandations, les 12 recommandations sur la prévention des cancers. Et puis bien sûr récemment le rapport Franck Chauvin sur la santé publique de demain. Alors, dans ce contexte, Concept vise à répondre aux enjeux de la prévention en transformant notamment la manière dont nous produisons et traduisons les connaissances en stratégies de prévention du cancer efficaces et durables. On a 3 objectifs majeurs. C'est impliquer les parties prenantes de façon systématique à toutes les étapes de la recherche et du réseau, dans l'identification, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions, améliorer la compréhension de l'interaction complexe entre les comportements et l'environnement, le contexte économique, culturel et donc le milieu de vie des citoyens, avec un focus particulier sur les inégalités sociales et la littératie en santé. Et puis troisièmement, de surmonter cette fragmentation entre des approches populationnelles et des approches ciblées sur le repérage et la prise en charge personnalisée en termes de prévention des personnes à risque augmenté de cancer. Le réseau repose sur une structuration en 3 axes. Un axe sur la co-compréhension, plus avec une orientation épidémiologique, la co-construction, le développement des interventions et la modélisation des interventions, et co-conduire sur l'expertise de conduite des études de large échelle, avec 3 thèmes fondamentaux transversaux qui sont les approches participatives, l'exposome et la santé planétaire. Et bien sûr un accent majeur sur le transfert des connaissances. Donc voilà les approches participatives, je les ai citées. Ensuite, l'exposome. Nous avons eu l'occasion dans le précédent Clara de présenter l'exposome pour l'étude des risques de cancer, mais c'est également un concept multidimensionnel très pertinent pour le design des interventions et notamment intégration dans les approches interventionnelles d'approches biologiques et omiques, en intégrant des biomarqueurs et en ayant en tête ces différentes dimensions des risques de cancer, ainsi que la notion de temps, que les cancers d'aujourd'hui datent des expositions il y a très longtemps et qu'il va falloir travailler un petit moment avant de voir apparaître une diminution de l'incidence des cancers. Donc voilà, l'exposome est un important cadre guide. Et un autre cadre guide, c'est la santé planétaire, qui est une vision multidimensionnelle sur l'interaction entre l'environnement et la santé. Je prends comme exemple, quand on va promouvoir l'activité physique, c'est que ça a non seulement un bénéfice pour les individus, mais également sur l'environnement par une baisse de la pollution de l'air qui, à son tour, peut à nouveau avoir un bénéfice sur la réduction des risques de cancer. Et donc, considérer ces bénéfices à la fois par l'interarticulation, mais aussi les bénéfices collatéraux de prévention sur la protection
de l'environnement et donc la troisième dimension fondatrice de notre réseau. Alors, on a ces 3 axes, c'est le co-understanding, coordonné par Irène et Ayark, avec un focus sur l'identification de nouveaux facteurs protecteurs et facteurs de risque, une amélioration de l'estimation des cancers qui peuvent être réellement prévenus, là du coup, les déterminants, une meilleure compréhension des déterminants des comportements individuels, et donc un travail également sur les marqueurs biologiques. Un work package qui est vraiment la co-construction des interventions et leur modélisation. Et donc le continuum de la prévention qui vise à conduire donc les études prenant en compte à la fois des approches populationnelles et les approches ciblées sur les individus, en se basant sur les expertises des partenaires dans la conduite d'études interventionnelles, souvent avec un background recherche clinique, mais ayant les plateformes pour le recueil standardisé des données et des expertises en biostatistique pour leur analyse. Voilà, vous imaginez que ce n'est pas un straightforward process, mais qu'il y a des allers-retours entre ces différents axes du réseau. Et donc la stratégie de transfert des connaissances fait partie intégrante du process, avec une prise en compte de la transférabilité dès le design des interventions, une implication des acteurs pour assurer le transfert et capitaliser sur les expériences, notamment au moment de l'expérimentation des interventions, et puis favoriser l'implémentation. Et on peut citer effectivement l'expertise de l'équipe Irène avec le Nutri-Score, où ça ne s'est pas arrêté dans les recherches, mais il y a tout un accompagnement pour effectivement permettre que ce Nutri-Score arrive dans les politiques publiques. Voilà, pour finir, notre vision de concept, c'est de devenir un incubateur et un tremplin pour la recherche en prévention primaire des cancers, en répondant aux enjeux de la prévention primaire, développant de nouvelles approches donc fondées sur une recherche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, et renforçant les capacités avec un accent notamment de permettre à des jeunes chercheurs d'intégrer ce réseau. Voilà, merci. Des questions à Béatrice ? Moi, j'ai un commentaire, un point de rebond sur lequel il va probablement rebondir aussi. Tout ce questionnement, je dirais toute cette approche de recherche, et en particulier le besoin de monter en capacité sur les outils de la recherche interventionnelle, représente, en tout cas du point de vue du cancéropôle, un enjeu majeur. La plupart des leviers, une grande partie des leviers de politique publique qui permettent d'impacter sur tous les éléments que tu as cités, relèvent en fait, que ce soit dans l'organisation nationale en France ou que ce soit au niveau européen, des compétences de collectivités territoriales. La réduction des inégalités, les mobilités, la qualité de l'environnement, la qualité de l'eau, l'alimentation, l'information, des groupes spécifiques comme la petite enfance, les personnes âgées, etc. Tout ça est écrit dans la structure de notre État, dans les prérogatives politiques des collectivités. Et donc, si nous voulons réellement permettre à ce type de recherche aussi d'impacter sur le terrain, il faut être capable d'être en état de proposer, de monter des programmes de recherche qui engagent ces collectivités. Et c'est une des actions sur lesquelles le Cancéropôle, étant une organisation à l'échelle d'un grand territoire, région Rhône-Alpes, mobilisant les différentes métros, les collectivités du territoire,
peut réellement être proactive, et c'est ce qu'on essaie de faire au cours des années précédentes. Et on se rend compte maintenant que pour pouvoir vraiment répondre, engager des projets de recherche et d'innovation dans ces domaines-là qui mobilisent la participation des collectivités, il faut être capable de proposer des projets de recherche qui mobilisent les moyens de la recherche interventionnelle. Alors je sais que tu es très engagé là-dedans, puisque tu as piloté plusieurs projets qui ont été financés par les collectivités. Je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, mais ça me semble une dimension complémentaire extrêmement importante. Et cette dimension de mobilisation des collectivités représente pour moi l'autre versant de la participation citoyenne, en fait. Je dirais à travers les instances qui font fonctionner notre société. Tout à fait, oui, merci Pierre. Avec plaisir pour commenter là-dessus, parce que le rôle des collectivités et les décideurs est majeur dans un travail comme ce réseau, à différents niveaux, lorsqu'il s'agit de faire évoluer la législation, comme ça a été le cas pour les équipes, c'est pas concept, mais les équipes qui participent sur le Nutri-Score. Ça, c'est plutôt au niveau national. Et il y a des évolutions qui rentrent, qui trouvent tout à fait sa place, et tu l'as bien précisé, dans un contexte législatif déjà existant, mais il faut avoir une volonté de les mettre en œuvre. Et donc là, c'est plutôt au niveau des collectivités locales, de les mobiliser, et qu'il y a effectivement une co-construction avec les citoyens cibles des interventions, mais il y a aussi une co-construction avec les collectivités, et nous avançons depuis quelques années avec la métropole sur cette co-construction et à avoir aussi leur vision là-dessus et comment les engager à bouger là-dessus et comment les engager à capitaliser sur ces recherches. Et c'est un vrai processus d'apprentissage, et je pense que le travail mené et soutenu par le Cancéropole envers justement les collectivités et notamment la métropole depuis plusieurs années est un terrain a permis de poser les fondations pour là travailler vraiment sur cette interaction envers la prévention primaire, et je pense que c'est une dimension très importante. Sinon, merci Béatrice. Et puis, nous allons passer à la présentation de Marine Janton, qui est chercheuse à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne et qui coordonne le projet Alliance, dont elle va nous parler. Donc, son titre est « Comment la recherche interventionnelle multipartenariale éclaire et soutient le développement de la promotion de la santé auprès des enfants scolarisés à l'école primaire ». Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Clara pour l'opportunité de présenter Alliance aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une recherche pluripartenariale. Alors, et donc comment fonctionne ça ? D'accord, merci. Donc j'ai la lourde tâche d'essayer de vous occuper, enfin de clore cette matinée et donc de faire taire vos estomacs pendant 15 minutes. Donc voilà, donc je vais vous parler d'Alliance. Voilà. Donc c'est une expérimentation qui est financée par 2 subventions pluriannuelles. Une de l'ARS et une de la MILDECA. Et l'année dernière, on a eu la chance aussi de compter dans nos financeurs l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Fondation UJM. On travaille en partenariat avec la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous en parler un petit peu plus, mais on est sur 4 départements, le Cantal, l'Isère, la Loire et le Rhône. Donc on travaille avec les rectorats de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon. L'Université Jean Monnet à Saint-Étienne est un partenaire très important parce que toute l'équipe Alliance est hébergée à l'Université Jean Monnet. Donc on est 3 personnes à temps plein à l'heure actuelle. On travaille également avec l'Université Clermont-Auvergne, donc avec des chercheurs que je vous présenterai plus tard dans ma présentation, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, l'Université Claude Bernard Lyon 1, les comités départementaux de la Ligue contre le cancer de la Loire et du Rhône, le réseau français des villes santé OMS et la fondation d'entreprise MGN pour de la santé publique.
Et une des particularités vraiment d'Alliance aussi, c'est qu'on a un soutien politique. En fait, on a le soutien des parlementaires qui sont sur les territoires concernés sur le Cantal, l'Isère, la Loire et le Rhône. Donc des députés pour l'Isère, la Loire et le Rhône et le sénateur pour le Cantal. Je ne m'en sors pas du tout avec... Il faut le diriger quelque part. Donc, contexte et objectif. Il faut appuyer. D'accord, merci. Donc les constats sur lesquels je vais aller rapidement parce que vous les connaissez sûrement tous. Donc le premier, c'est que l'incidence et la mortalité des cancers sont impactés par les déterminants de santé. Béatrice Fervers en a parlé tout à l'heure. La littératie en santé, c'est un déterminant crucial de l'état de santé et donc les stratégies qui reposent sur la littératie en santé, d'essayer de faire évoluer cette littératie en santé, il se trouve que ce sont des stratégies efficaces pour améliorer la santé et le bien-être. Ensuite, plus on agit tôt, plus on a des chances de notamment impacter les inégalités sociales et de santé. Donc on essaye d'agir tôt. En revanche, on essaye aussi, nous, d'agir un peu sur l'empowerment pour que les personnes puissent devenir acteurs de leur santé. Et donc, c'est pour ça que nous, on part sur les écoles primaires pour pouvoir en fait commencer à travailler dès à présent avec les enfants pour qu'ils puissent développer en fait les connaissances et les compétences qui vont leur permettre de devenir acteurs de leur santé. Ensuite, il y a peu de recherches interventionnelles en promotion de la santé intégrées qui sont évaluées. Pour vous donner une idée, il y a un rapport qui a été publié en 2018 donc par le député Cyril Isaac-Sibyl qui note le fait qu'il y a 26 000 interventions de promotion de la santé qui ont été réalisées et que dans ces 26 000, il y en a vraiment très peu qui ont été évaluées, notamment en termes d'efficacité. Et ensuite, donc nous, ce qu'on essaye de faire également, c'est de participer à la construction des connaissances autour des interventions complexes. Donc, on va chercher à développer les actions de promotion de la santé qui sont portées par les enseignants auprès des élèves en classe primaire dans le strict respect du cadre des programmes scolaires parce que tout ce qu'on travaille avec les enseignants fait partie du programme scolaire. Il y a le parcours éducatif de santé, il y a les écoles promotrices de santé et donc nous, on va accompagner en fait les acteurs dans le fait de se saisir de ces éléments-là au quotidien. On cherche également à développer des environnements favorables à la santé au sein des écoles primaires. Donc là, on est dans une dynamique d'école promotrice de santé et de développer un environnement favorable à la santé sur le territoire dans lequel se situent les écoles primaires. Donc nous travaillons avec les mairies. Nous travaillons avec le personnel périscolaire, nous travaillons avec les personnes qui s'occupent de la cantine, qui s'occupent de la garderie, etc. En plus de travailler avec les enseignants. Donc c'est une recherche interventionnelle qui est complexe, qui est multipartenariale. On a besoin de tous les acteurs avec qui on travaille pour pouvoir avancer, parce qu'on ne peut pas ne travailler qu'avec l'éducation nationale, ni avec que les mairies. Donc on essaye vraiment de fédérer ces acteurs autour d'un projet commun. Donc en termes de méthode, on a un design expérimental. Donc on a 101 écoles en fait, qui ont été tirées au sort, aléatoirement. Donc ça implique qu'on a 97 communes qui sont associées aussi dans ce projet. Donc comme vous pouvez le voir, donc, l'un des critères, c'était le nombre d'élèves de département, donc 2500 élèves par département, ce qui fait qu'on a 10 000 élèves en fait, sur ces 4 départements. Et donc dans le Rhône, ça nous représente environ 10 écoles. Pour l'Isère, 24 écoles. Pour la Loire, 25 et le Cantal, 42. Parce qu'on a vraiment des écoles qui sont très différentes. Des écoles qui vont être en REP, REP+, d'autres qui vont être dans des milieux ruraux. Donc on a des situations géographiques qui sont vraiment diverses. Ce qui nous permet d'être représentatifs des écoles sur le territoire. Donc on a 2 groupes. Un groupe d'écoles et de communes pour lesquels en fait, les dispositifs d'intervention sont proposés à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, donc ça fait 3 ans. Et un deuxième groupe d'écoles et de communes que l'on va former et accompagner cette année, sachant qu'ils ont été observés en fait, depuis 2019. Donc on va pouvoir comparer avec notre groupe intervention et notre groupe témoin. Donc on est très heureux d'avoir un groupe témoin parce qu'avec la pandémie, comme tous les projets de recherche qui ont eu lieu pendant cette période, on a pas mal de choses qu'on va pouvoir capter de manière sous-jacente. Donc en termes d'intervention, donc on a plusieurs niveaux d'intervention et plusieurs leviers.
Donc on travaille avec les équipes de circonscription de l'éducation nationale, auprès desquelles on a présenté le projet Alliance, on a fait une formation et il y a une co-animation des formations auprès des professeurs des écoles. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de circonscription. Donc co-animation également des accompagnements, parce qu'on ne fait pas que des formations, on accompagne aussi. Donc on a 2 jours de formation et ensuite on les accompagne dans la durée pour les aider à monter leur projet. Et on prend des nouvelles de temps en temps, ce qui relance aussi la machine. Ensuite, au niveau des enseignants, donc on a eu une présentation du projet, des formations, un accompagnement, et on leur propose aussi des ressources méthodologiques, des ressources pédagogiques, mais aussi des ressources de suivi de projet, pour pouvoir en fait cadrer les choses, pour pouvoir en fait aussi formaliser leurs objectifs, leurs actions, etc. Et ensuite, le 3e niveau, les adjoints aux écoles et les agents périscolaires. Donc là, c'est pareil. On leur a présenté le projet, on les forme et ensuite, on les accompagne et on leur propose des ressources méthodologiques. Au niveau des effets, donc, on s'attend à ce que la promotion de la santé s'intègre dans leur démarche. Et donc, on vise l'élaboration de projets en fait, transversaux de promotion de la santé qui sont portés auprès des enfants dans tous les temps de l'enfant à l'école primaire. Et pas seulement les temps d'enseignement, mais aussi les temps méridiens, les temps de garderie et les temps périscolaires. Ce qu'on essaye aussi de viser, c'est en fait de développer des pratiques professionnelles qui évoluent et qui sont associées à la promotion de la santé dans les actions quotidiennes. Et donc on vise également l'évolution des dynamiques collectives de travail. Parce qu'effectivement, les écoles primaires vont dépendre des mairies, mais elles ne vont pas forcément se parler de promotion de la santé. Et donc nous, on crée un espace où la promotion de la santé devient le sujet. Donc on fait des réunions spécifiques sur le projet de l'Alliance avec les adjoints à la scolarité, les enseignants, souvent aussi les directeurs d'école, parce que vous savez, les directeurs ne sont pas les responsables hiérarchiques des enseignants, mais ils ont une responsabilité sur la gestion de l'équipe. Donc parfois, on va avoir des réunions uniquement avec les directeurs, et d'autres fois, on va avoir des réunions avec les enseignants aussi. Au niveau des résultats attendus, donc, on a aussi tout ce qui concerne la satisfaction des professionnels par rapport à la formation qu'on propose. Est-ce qu'elle est adaptée à leur dynamique collective de travail? Est-ce qu'elle est adaptée au sujet et à leur contexte local? Donc on s'adapte à chaque fois au contexte local, ce qui fait que toutes nos écoles n'ont pas les mêmes thématiques de travail et toutes nos mairies n'ont pas les mêmes thématiques de travail. Et donc dans certains cas, les thématiques se rejoignent et dans d'autres, on va avoir des problématiques qui vont être traitées par la mairie et dans d'autres cas, par les écoles. Oula, faut que je me dépêche. Pardon. À moyen terme, donc on a les actions de promotion de la santé et du bien-être portées auprès des élèves. Et on essaye aussi de construire la légitimité perçue, parce que parler de santé à l'école, parler de santé avec les adjoints à la scolarité, ça ne va pas de soi. En fait, on a beaucoup de temps d'échange sur le fait que la santé est du ressort de tous et qu'on est dans une approche vraiment de promotion de la santé. Et donc, on vise l'augmentation et des connaissances, comme je l'ai dit, et compétences chez les enfants. Donc, en termes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire depuis 3 ans? Que la coordination est vraiment importante, le fait d'avoir des temps d'échange communs. Le soutien institutionnel, vous en avez parlé déjà un peu tout à l'heure, c'est vraiment essentiel. Le soutien institutionnel, politique et financier pour pouvoir avancer comme il faut ensemble. La démarche de long terme, c'est-à-dire qu'on a la formation et l'accompagnement et c'est sur 3 ans. C'est pas quelque chose qui a lieu juste à un moment et après on s'en va. Là, on a vraiment une démarche de long terme. On crée aussi une culture commune promotion de la santé qui est construite entre les acteurs. On s'adapte aux contextes locaux et on est très vigilant à la communication, en fait, à avoir vraiment une communication qui s'installe. L'objectif, il est partagé et il est co-construit par les acteurs et les apports sont réciproques, c'est-à-dire que nous, on apporte des choses aux équipes et les équipes nous apportent aussi quelque chose. On est vraiment dans une relation donnant-donnant. Donc l'évaluation, elle a été en fait faite dès le début avec les chercheurs qui ont été impliqués en amont dès le lancement de l'expérimentation. Donc dès le début, tous les indicateurs ont pu être réfléchis, les mesures, etc., ce qui a permis d'avoir un suivi sur long terme solide. Donc on a 3 équipes, notre équipe à Saint-Étienne P2S avec Véronique Régnier et Franck Chauvin principalement. Ensuite, donc, l'Université Clermont-Auvergne avec l'équipe Acté avec Karine Simard, Julie Perronon et Didier Jourdan.
Et la troisième équipe, donc P2S aussi, mais Lyon 1, avec Julien Masson. Donc on a tous des expertises différentes qui nous permettent d'être complémentaires. Donc la démarche d'évaluation qui va être portée, c'est une démarche d'évaluation réaliste qui va nous permettre d'analyser les contextes et les interactions potentielles entre les stratégies d'intervention et les contextes. Donc on a une approche mixte avec des données quali et quanti. Donc pour vous donner un aperçu, donc auprès des CE2, CM1, CM2, on avait passé plusieurs questionnaires donc sur la santé morale, les habitudes de vie, les compétences en matière de santé, les données sociodémographiques. Au niveau des enseignants, on a la représentation, les pratiques professionnelles, les dynamiques collectives de travail, les liens école-famille, et les leviers et freins à la mise en place concrète des actions. Et sur les territoires, on a des données de contexte et de suivi. Donc certains éléments sont en jaune, c'est que ça a été perturbé par la pandémie. Et ceux en vert, c'est on a pu tout récolter comme c'était prévu. Au niveau des perspectives, donc là, on est dans les réflexions liées à la réplicabilité et la transférabilité, avec l'identification des facteurs clés de succès et d'échec sur la mise en œuvre des dispositifs d'intervention. L'apport de contenu opérationnel en lien avec les écoles promotrices de santé, parce que c'est quelque chose qui s'est développé au niveau national, mais donc nous, on est dans des outils pratico-pratiques qu'on a travaillé avec les enseignants et qu'on leur propose en formation, et on a des apports réflexifs par rapport à ça. Donc, identifier les leviers de la légitimité perçue des acteurs du territoire, parce que ça, on se rend compte que c'est vraiment essentiel. Sur des communes où les élus, les adjoints sont embarqués avec nous, c'est assez facile. Sur les communes où ce n'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué à construire. Ensuite, donc, analyser les pratiques professionnelles et les dynamiques collectives de travail. Et ensuite, donc, comme on a un grand nombre d'écoles et de communes, on a une évaluation qui est basée aussi sur des indicateurs validés et on a beaucoup de contextes différents. Et enfin, dernier point et pas des moindres, l'apport de données concernant les 8 ans en lien avec leur santé morale, leurs habitudes de vie, leurs compétences en lien avec la santé. Parce que la dernière grande étude qui date auprès des enfants de cet âge-là date de 2011, donc déjà rien que notre donnée de base de recueil sur la santé morale des enfants, les habitudes de vie, etc., sont déjà des données très intéressantes en soi. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Et donc, on peut prendre le temps d'une question. Une question rapide. Pas de questions? Non, Mylène? Donc je vous proposais de continuer la discussion autour du repas et bon appétit à tous et à tout à l'heure aux ateliers. Et merci à tous les intervenants de la matinée.